Alors justement, c'était en toute fin d'émission, j'avais reçu ce SMS me disant j'ai toujours voulu être éducatrice. Ma mère qui l'a, je sais pas, c'était pas signé. Hein, ma mère qui l'a été m'en a dissuadée. Et pour finir, je suis devenue éducateur ou éducatrice. Si cette personne se reconnaît, n'hésitez pas à nous appeler au 39 21 pour témoigner de votre parcours. Émilie, bonsoir. 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 Alors justement, vous nous aviez également écrit en toute fin d'émission. Je suis ravie que vous soyez avec nous ce soir parce que vous êtes également une toute jeune femme. Vous avez 24 ans. Oui, voilà. Et alors vous, on peut vraiment parler de vocation contrariée, mais tout est encore possible à votre âge. Parce que racontez-nous un peu votre parcours. Parce qu'en fait, j'ai toujours été passionnée par tout ce qui touche à la manucure. Bon, j'aime aussi bien être pomponnée, tout ça. Mais en fait, à la fin de la troisième, donc lorsqu'on décide de son orientation, oui. Et de ce qu'on va faire après la troisième, donc moi j'ai voulu m'orienter sur quelque chose qui avait attrait avec la manucure ou l'esthétisme et ma mère qui ne pensait pas que c'était une bonne orientation, a tout fait m'a dit que c'était un phénomène de mode, que j'aurais pas toujours des clients, que ça allait être un travail, j'allais peut-être avoir des clients pendant 1 an ou 2, ou travailler pendant 1 an ou 2, mais après, ça allait être une période de vache maigre. Et donc, en fait, elle est chauffeur routier. Oui. Et donc, en fait, elle m'a dit, non, mais dans le transport, tu auras toujours du travail, donc fais ça. Bon, ouais, ok. Bon, oui, ça n'a vraiment aucun rapport. Hein. Non, aucun. Oui, et puis bon, c'est vrai que c'est un métier. Moi, je pense que c'est un métier il faut s'intéresser au camion, à tout ça, pour vraiment aimer ce métier. Et en fait, moi, c'est vraiment pas ma tasse de thé, quoi. Donc, oui, puis alors vous aviez choisi une voie justement très différente. Ah oui, c'est diamétralement opposé, oui, quoi. Oui. C'est un métier hyper. Moi, je voulais faire un métier, on va dire, plus féminin, et là, je me retrouve dans un travail quand même plus masculin, quoi. Oui. Donc en fait, je me suis retrouvée dans une école, donc en sortie de troisième où on passe les permis poids lourds et tout ce qu'il faut pour être chauffeur routier, quoi. Très vite, je me suis aperçue que c'était vraiment pas ma branche, quoi. J'étais vraiment pas à ma place. Et j'ai quand même terminé, j'ai eu mes permis, j'ai eu la FIMO pour rouler, tout ça. Oui, malgré tout, vous avez réussi avec succès vos permis, vous avez passé tous les examens avec succès. Vous auriez pu échouer, mais vous vous êtes investi et ça a marché. Investi, oui et non. En fait, j'ai eu la chance d'être juste avant en troisième générale, donc j'avais déjà fait le programme général, donc le français et tout ça, je l'avais déjà fait en troisième, donc j'avais pas de mal, quoi. Mm-hmm. Et après, c'est tout ce qui était matière professionnelle. Niveau conduite, ça allait, puisque c'était quelque chose quand même, malgré tout, qui me plaisait, conduire. Mais de là à faire que ça, en fait, non, quoi. Et alors, au volant de votre camion, c'est il fait combien de tonnes? Ah, moi, je suis en 19 tonnes, en fait. 19 tonnes, d'accord. Je me suis essayé, ouais, voilà. Ouais. Et alors, vous avez les doigts impeccablement, les mains impeccablement manucurés. Vous êtes toujours très impeccable, très très bien soigné. Enfin. Ouais. Ouais. Toujours, ouais. Toujours. Ah ouais, parce que en fait, on doit vous remarquer. Voilà, oui. Vos collègues masculins, vous devez pas passer inaperçu, Émilie, hein? En fait, non, pas vraiment, quoi. C'est vrai que des fois, ça tombe un peu, c'est un peu le cercle des poètes disparus, quoi, quelquefois, mais. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ce qu'on appelle, pardonnez-moi l'expression, vieux chien, quoi. C'est. Voilà, des gens qui pensent que ils voient une fille maquillée, coiffée, manucurée, bien, habillée
plutôt bien. Descendre d'un camion, c'est vrai que tout de suite, voilà, quoi, ça attire l'œil. Et puis bon, il y a certaines réflexions un petit peu désobligeantes, quoi, qui énervent, quoi. Ah, ben ça change de la compagnie masculine, hein. Ouais. Oui. Et donc, en fait, là, j'ai essayé de me persuader pendant à peu près 5 ans que... Ça fait 5 ans que vous faites ce métier? Ça fait 6 ans. 6 ans, d'accord. Voilà, mais en fait, ça fait 1 an où j'ai commencé à investir dans du matériel vraiment de manucure, donc des gels, la lampe à UV, tout ça. Oui. Et donc en fait, je m'entraîne sur moi, sur mes copines, et aussi j'apprends grâce à Internet, des sites comme YouTube ou tout ça. Il y a des tutoriels, qui sont pas toujours en français, souvent en anglais ou en espagnol, mais bon, on réussit à s'en sortir un petit peu, quoi. Et puis bon, c'est vrai que le point positif de mon métier, c'est qu'en fait, ça me permet de tester mes poses, quoi. Parce que si c'est solide, ça tiendra. Si c'est pas solide, ça fera pas long feu, quoi. Mais donc vous avez toujours à cœur, vous envisagez de quitter le métier de chauffeur routier pour travailler en tant que manucure. Oui. De toute façon, j'ai entrepris les démarches pour faire un congé individuel de formation. D'accord. Et pour pouvoir après demander une formation de manucure et après. J'ai vu d'ailleurs, je sais plus où malheureusement, mais qu'il y avait une école, où c'était un institut privé qui recherchait, qui proposait une formation. Ça doit être payant, hein, évidemment, c'est jamais gratuit ces trucs-là. Ouais. Mais ça marche pas mal, hein, on en voit beaucoup d'instituts de manucure. Alors après, je sais pas comment il faut se faire une clientèle, hein, c'est toujours pareil, mais on en voit de plus en plus. Oui. Et puis bon, il n'y a pas seulement se faire des jolis ongles avec des paillettes ou un joli vernis. Il y a aussi les gens qui se rongent les ongles et qui sont un petit peu complexés d'avoir des moignons. On peut leur refaire des mains tout à fait acceptables. Oui, tout à fait. Ça permet d'avoir des jolies mains, des mains présentables, alors qu'ils se rongent les ongles. Voilà, oui. C'est vrai. Il n'y a pas que les mains, il y a les pieds, il y a Donc, oui, parce que donc vous ne feriez plus, vous feriez pas des études d'esthéticienne, ça serait uniquement la manucure là. Oui, voilà. D'accord. Et alors votre maman, elle en dit quoi de voir que finalement c'était pas juste une fantaisie de jeune fille, mais que c'était vraiment un réel projet puisque vous êtes toujours dans ce désir-là et que vous vous y accrochez. Qu'est-ce qu'elle? Elle n'a pas changé d'avis. Ah, elle reste elle aussi sur ses positions. Ah oui, pour elle, c'est juste un phénomène de mode et ça ne durera pas. Et elle voit pas que c'est au contraire quelque chose qui s'amplifie? Ah non. Parce que au contraire, c'est très récent. Même les podologues le disent. Contrairement, par exemple, aux Américains, aux Américaines notamment, qui prennent énormément soin de leurs mains, pas dans tous les coins des États-Unis. Je parle évidemment dans les villes. Alors à New York, évidemment, elles font très attention à elles. C'est le rendez-vous chez la manucure. Ça fait partie de leurs soins. Comme nous, on va chez le coiffeur, pour elles, c'est complètement intégré à leur hygiène de vie. Même les hommes, manucure, pédicure. Nous, c'est vrai que c'est quelque chose de très récent en France. Oui. De prendre soin de ses mains et de ses pieds. Je pense que c'est quelque chose qui va s'amplifier. Je suis d'accord avec vous. Ah oui, et puis c'est vrai que pour moi, quand on vient de se faire manicurer ou qu'on a des belles mains et même des beaux pieds, parce que plus c'est beau jour arrive. Oui, donc, bien sûr. Si on des chaussures découvertes avec des pieds tout calleux, c'est pas top, hein. Voilà, on se sent comme quand on sort de chez le coiffeur, quoi. On est toute souriante, on se sent toute belle et c'est pas plus agréable, quoi. Oui. Bon, écoutez, c'est intéressant de vous entendre. Et là, vous travaillez ce soir ? Oui. Oui. Bon, alors je vais vous laisser reprendre la route, Émilie, parce que il y a plein de réactions qui arrivent. On se rend compte que beaucoup de personnes souhaitent faire des formations, et puis c'est pas toujours la famille, l'entourage est pas toujours d'accord. Alors je vais les accueillir, et puis vous allez pouvoir continuer à nous écouter sur la route.
D'accord, eh bien je vous remercie. Et puis je voudrais passer un gros bisou à mon petit chéri, parce qu'en fait, heureusement qu'il est là. Merci à ses encouragements, et voilà. Comment s'appelle-t-il? Xavier. Allez, on l'embrasse alors Xavier. Il vous soutient lui au moins. Oui, voilà, oui, ah bah, il est à 200%. Il est. On l'embrasse. D'accord. Au revoir Émilie. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Des réactions des clients, de futures clientes pour Émilie. Déjà, First Lisa qui dit je me ronge les ongles et je serai votre cliente, Émilie. Et également Coco qui dit je serai même capable d'attaquer les faux ongles. Agnès qui dit et moi j'ai tant aimé les livres. Je travaille dans une bibliothèque. C'est un merveilleux métier qui évolue avec les nouvelles technologies à conseiller aux jeunes qui cherchent leur voie. Rom dit on ne dira jamais assez aux parents de croire en leur enfant, de les encourager dans leur choix avant d'en faire des personnes frustrées. Monica dit ma passion c'est l'art, je n'ai pas pu faire les beaux-arts et maintenant à la retraite je suis des cours et c'est super. Poupig encourage Émilie d'être à fond dans son projet et dit elle a vraiment bien raison. Je crois qu'on va accueillir maintenant Alain. Bonsoir Alain. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez aussi un parcours très atypique, je crois. Oui, très atypique, oui. Je suis donc rentré en apprentissage de préparateur en pharmacie à l'âge de 16 ans. Oui. Après avoir passé le BEPC. Oui. Bon, je me suis rapidement aperçu que j'allais m'ennuyer dans ce métier-là. Oui. Je suis allé au bout, j'ai passé le CAP et le brevet professionnel de ce métier. Et ensuite, j'ai repris mes études. Mais en franchissant toutes les études, les classes terminales, c'est-à-dire en passant directement l'examen d'entrée en université, qui est un examen réservé aux non-bacheliers. Oui. J'ai donc rentré à la faculté de droit de Nantes, je ne le cite pas, mais c'était Nantes quand même, et où j'ai fait mes 4 années de ce qu'on appelait autrefois la licence, qui est maintenant la maîtrise, et tout en continuant de travailler à la pharmacie où j'étais précédemment. Ensuite, j'ai fait une année une année d'IAE, c'est-à-dire l'administration des entreprises, qui était réservée là aussi. J'ai pu obtenir pour une fois une aide par des bourses professionnelles, des bourses d'État en quelque sorte. Mm-hmm. Et j'ai cette année-là fait des études uniquement, c'est-à-dire que je ne travaillais plus. Et pendant cette année d'IAE, j'ai fait un stage et j'ai été embauché à l'issue du stage comme juriste. J'ai donc été juriste pendant un certain nombre d'années. Je ne sais plus, 20, 30 ans, je ne sais plus, peut-être pas très important. J'ai fini comme juriste dans une banque. Oui. Les métiers, d'ailleurs, sur le plan juridique, pour les techniciens du droit, c'est des métiers extraordinaires. Et j'ai pris ma retraite il y a 2 ans, et pour me distraire, je me suis inscrit au barreau de la ville où j'habite. Ah oui, vous avez toujours continué, vous avez presque fait des études toute votre vie finalement, Alain. De toute façon, je peux dire qu'une journée où on n'apprend rien, c'est pas vraiment une journée. Oui, c'est vrai, c'est une belle philosophie. Vous dites finalement, vous avez dit au standard, je crois que c'était pas que on vous a pas dissuadé de faire des études, c'était que vous viviez seul avec votre mère et qu'à ce moment-là, vous étiez dans une situation matérielle difficile, Oui, très difficile. Oui. On ne va pas dire plus. Mon père a été fait prisonnier donc à la guerre et est revenu dans des conditions assez délicates. Et il est mort quelques temps après. Et ma mère s'est retrouvée seule avec un enfant de quelques mois. Il est dans une extrême pas pauvreté, mais enfin bon, c'était pas très loin de ça. Mm-hmm. Donc il n'était pas question de faire des études. D'ailleurs, c'était un peu par miracle que j'étais rentré au collège, parce que je n'avais pas de raison d'y aller normalement. La trajectoire était pas celle-là, mais à l'époque, certains instituteurs prenaient l'initiative de dire tel garçon ou tel enfant doit aller au collège et il y va, quoi. C'est à peu près ça. Mm-hmm. Mais si l'instituteur de mon village n'avait pas pris cette initiative, je n'y serais pas allé. Ensuite, donc financièrement, quand j'ai eu le BEPC, financièrement, il devenait difficile de poursuivre. Oui. Et quand je lui ai annoncé à ma mère que je reprenais mes études après
quelques années après, elle s'est opposée violemment. Mais je lui ai dit, c'est trop tard, tu peux toujours dire que c'est pas possible, je le ferai. Parce que j'avais une opportunité unique et je savais que si je ne faisais pas ce chemin-là, si je n'allais pas au bout de ma démarche, je m'en serais voulu toute ma vie. J'étais pas sûr de réussir, mais je voulais tenter. Oui. En tout cas, vous étiez très, très motivé. Mais merci beaucoup, Alain, d'avoir témoigné à l'antenne et félicitations. Je crois qu'il faut simplement dire qu'il faut effectivement être très motivé. Il faut aussi beaucoup de chance et un grain de folie. Et un grain de folie. Oui, beaucoup, parce que se lancer dans ce genre d'aventure, malgré tout, il faut quand même un peu de folie. Merci beaucoup. Pour couronner le tout, si je puis me permettre un point d'orgue, c'est que j'aurais pu vous appeler pour d'autres raisons, c'est que depuis que je suis à la retraite, un petit peu avant, je suis malade, et mon épouse, courageusement, a pris la fuite. Donc j'aurais pu vous appeler pour d'autres raisons que celles que je viens d'évoquer ce soir. Mais peut-être un autre soir. Peut-être un autre soir. Et ce serait moins drôle d'ailleurs, mais je préfère ne pas le faire. Bon, ça c'est à vous de décider. En tout cas, merci d'avoir évoqué votre parcours. Au revoir Alain. Je vous en prie, au revoir. Bonsoir Anne. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Donc voilà, moi je vous appelle parce que hier j'ai entendu Hélène, il me semble, en fin d'émission. Oui. Qui disait qu'elle avait toujours voulu être médecin et qu'elle regrettait de ne pas l'avoir fait. Et donc moi j'appelais pour raconter mon parcours qui est un peu à son inverse. En fait, moi je suis actuellement médecin, j'ai fini mes études de médecine récemment, alors que j'ai toujours voulu faire des ponts et des routes. Voilà, donc en fait je voulais travailler dans le génie civil. Et puis en terminale, c'est pas mes parents qui m'ont dissuadée, mais c'est un professeur de sciences qui lui m'a plutôt conseillé de partir dans une autre voie. Et voilà, en craignant pour moi peut-être que ce milieu plutôt, je pense dans son esprit, plutôt réservé aux hommes, que je trouve pas trop ma place dans ce milieu, et surtout il avait peur pour moi qu'on favorise toujours des hommes par rapport à moi et que je sois déçue en fait. Et je pense que c'était pas ce qu'il me souhaitait. Oui. Et que du coup, je suis partie en médecine et en médecine militaire, et que donc actuellement je me retrouve dans un milieu oui, c'est drôle, donc complètement finalement. d'hommes. Oui, il y a quelques femmes. Ça reste encore un milieu majoritairement masculin. Oui, voilà. Vous êtes très peu encore finalement les femmes minoritaires. On est de plus en plus nombreuses. Mais en tant que médecin, on est nombreuses, mais on reste entouré de gens qu'on soigne. Entouré d'hommes. Oui, c'est drôle. Donc ce professeur qui avait peur que vous évoluiez dans un monde masculin, que vous il avait peur qu'il trouve pas que ce monde ne veuille pas de moi. Oui, c'est drôle. Vous l'avez revu? Oui, je suis en contact avec lui. Et alors, qu'est-ce qu'il en dit? Lui, il est très content de ce que je fais, et je pense qu'il voit que je suis heureuse et que voilà, je sais pas s'il se rend compte de l'importance qu'il a eue, parce que moi, je continue à regarder les ponts avec admiration et à me dire, quand même, j'aurais bien aimé faire ça. Je veux dire, j'aime beaucoup ce que je fais, mais je veux dire, je sais pas si lui se rend compte que c'était pas anodin ce que je disais, et que vraiment c'était ça dont j'avais envie. Et mais bon, comme je suis heureuse et que je m'en suis sortie dans mes autres études, lui il est content pour moi, et j'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont soutenue, parce que c'était pas forcément non plus du tout. Je sais pas si c'est ça qu'ils auraient choisi pour moi s'ils avaient eu le choix. Mmh. Oui, mais ils vous ont. Ses parents, voilà. Oui, ils vous ont soutenu, vos parents. Oui. Ça, c'est important. Oui, toujours. Alors que je pense que vraiment, quand je leur ai annoncé ça au début, c'était vraiment pas ça qu'ils voulaient pour moi. J'imagine. Mais écoutez, Anne, vous pouvez peut-être rester avec nous si vous le souhaitez, parce qu'on va rester dans le milieu militaire, puisqu'on va accueillir. Ah ben non, parce que c'est Marc, il voulait rentrer lui dans une école de. Ben oui, il voulait rentrer dans une école de pompiers, je crois. Est-ce que vous êtes là, Marc? Oui, je suis là. Bonsoir. Bonsoir, Marc. Voilà, effectivement, c'est vrai que en étant pas trop bon à l'école, en fait, j'ai quitté l'école très très jeune, et puis je voulais être un marin, un pompier, on va dire, en premier. Oui. Et donc, mon parcours, il a été un peu légèrement différent que ce que je voulais faire, en fait. Donc, ma mère voulait pas, en fait, que j'aille à cette école qui est à Marseille.
Et pourquoi? Parce que c'était loin de là où vous habitiez? C'était pas trop loin. Moi, je suis d'Avignon. Et pourquoi elle voulait pas alors que vous soyez dans cette école? Parce qu'en fait, j'étais jeune et puis il fallait que je dorme là-bas. Ah, elle voulait pas que vous vous éloigniez. Et non, non, elle voulait pas. Elle voulait me garder pour elle en fait. Voilà. Et puis bon, d'un côté, c'est vrai que ma vie, elle a changé, donc je savais pas trop quoi faire. Et pendant mon apprentissage, j'avais 13 ans et demi, j'étais très très jeune. Bon, je cherchais du travail, j'ai passé mes meilleures vacances, et puis au retour, j'avais toujours pas trouvé de travail. Et finalement, j'ai mon prof qui m'a dit, écoute, j'ai une place de boucher. Et donc, je me suis mis à la boucherie. Puis finalement, ça a été mon métier. Oui. J'ai fait ça pendant 15 ans. Oui. Et donc voilà, il m'est arrivé un petit problème, on va dire, de santé. Donc il a fallu que j'ai été réinséré professionnellement. Donc, j'ai passé des permis poids lourd, super lourd, transport en commun, en fait, tous les permis, quoi, pour pouvoir travailler. Puis actuellement, je suis dans une boîte de transport. Oui. Voilà mon petit parcours. Votre petit, pourquoi petit? Est-ce que ça vous plaît maintenant? Est-ce que ça, parce que alors vous avez vraiment, passé de la boucherie au transport, à moins que vous fassiez du transport frigorifique, il y aurait peut-être un lien? En fait, oui, il y a un lien, mais ça a été vraiment un hasard. Donc je me suis retrouvé en fait chauffeur frigorifique, mais pas dans le bétail. Oui, quand même, d'accord. Voilà. Et ça vous plaît votre métier actuel? Oui, énormément. D'accord. C'est un métier que j'aime parce que déjà quand on aime conduire, donc c'est un métier qu'il faut aimer. Il faut aimer conduire, être patient. Donc c'est vrai que c'est un beau métier quand même. Bon. On va pas se cacher, on arrive quand même à avoir des bons salaires, donc ça court pas les rues, quoi. Et alors, finalement, vous n'en voulez pas à votre maman de vous avoir empêché de rentrer dans cette école de pompiers? Non, au début oui, parce que c'est vrai que étant jeune, ça fait rêver, c'est noble, c'est un beau métier, pompier. Oui, bien sûr, c'est un métier qui est noble, et puis c'est surtout un métier qui m'était en fait peut-être destiné par rapport en fait à la personnalité que j'avais. Donc je rendais beaucoup service aux gens. Oui, ça vous empêche pas de le faire, cela dit. Mais vous pouvez pas, vous pouvez pas être, non, avec les horaires que vous avez, j'allais dire, parce qu'on peut être toujours pompier volontaire dans certains, ça dépend de là où on habite. Il y a des, oui. Tout à fait, mais mon orientation en fait, après ça a été un peu délicat parce que je jouais aussi au foot. Et donc j'avais un bon niveau, on va dire, et puis j'avais cette orientation qui m'était au moment de ma vie cruciale, c'est-à-dire que je devais passer un CAP de boucher et en même temps partir à Nîmes, donc j'ai tranché. Voilà, j'ai pris la sécurité d'être boucher. Quoi. Alors là, je reçois un message. Alors il y a Georges qui lui est aussi dans le transport, comme vous, qui dit. Alors il a un rêve, lui, Georges. Voilà, une vocation contrariée, qui dit: moi, j'aurais voulu être réalisateur à la radio, pousser des petites manettes en se tortillant les fesses sur un fauteuil. C'est ça mon rêve. Voilà, il aurait voulu être Fifi, Georges. Ah oui, il se dévoile enfin. Plus sérieusement, il y a Daisy qui dit: que faire au contraire quand son fils ne se projette dans rien? Alors Daisy ne nous dit pas quel âge a son fils, parce que ça joue, ça. On l'a un petit peu évoqué hier soir. Je trouve qu'effectivement, on disait que c'est plus simple quand l'enfant, le jeune, enfin l'adolescent, le jeune adulte, a un projet. Et surtout, il faut l'encourager, je pense, dans cette voie-là. C'est plus compliqué quand, on va l'appeler l'enfant pour ses parents, ne sait pas très bien. Et c'est pas en même temps, ça arrive souvent, il n'y a pas lieu de s'en inquiéter. À 20 ans, on a le droit encore de chercher sa voie, mais maintenant on demande de plus en plus tôt aux enfants de savoir ce qu'ils veulent faire, quoi. On leur demande de plus en plus tôt, dès la fin de la troisième, de savoir où ils veulent aller. C'est très dur, et ils choisissent des filières sans avoir idée de ce qu'ils veulent faire, mais comment savoir si jeune parfois ce que l'on veut faire, à moins d'avoir une passion, ce qui n'est pas toujours donné à tout le monde. Donc, je sais pas, qu'est-ce que vous répondriez à Anne, Marc, et puis peut-être d'autres auditeurs après peuvent nous donner des idées. Qu'est-ce que vous diriez à Anne, par exemple? Moi, j'aurais plutôt pensé, je pense qu'il y a toujours quand même même sans voir des métiers, mais il y a peut-être des domaines qui intéressent un petit peu, ou des matières dans lesquelles on est peut-être un peu plus à l'aise, effectivement, oui. Peut-être aller au moins vers les domaines dans lesquels on est les plus à l'aise, et après, je pense que c'est comme ça qu'on finit dans un de ces milliers de métiers qu'on connaît pas, en fait, parce que médecin, pompier, boucher, c'est des métiers qu'on connaît, mais je trouve qu'il y a tout un tas de métiers
producteur d'émissions de radio ou régisseur, c'est pas des métiers auxquels on pense, par exemple. Et je pense que c'est des métiers dans lesquels après qu'on peut découvrir au fil peut-être de stages ou des études et c'est peut-être des métiers pour lesquels il faut un petit peu plus de maturité ou d'expérience pour découvrir qu'ils existent. Oui, c'est vrai que ça dépend aussi. Enfin, je pense que qu'est-ce que je voulais dire? Excusez-moi, parce que là, en fait, je suis un peu en retard. D'accord, on va vous laisser, Marc. Alors, on va vous laisser continuer. Il y a aucun souci. Bonne route. Vous pouvez continuer, mais je vous fais non. Bonne route. Vous continuerez à nous écouter sur la route. Il y a aucun. Comment? Je peux faire une petite allez-y, exceptionnellement ce soir. Mon petit Gasparo, un petit bisou à lui, je sais qu'il m'écoute, et puis un bisou à ma chérie. Voilà. Allez-y. Au revoir. Allez, au revoir. Il y a des étudiants aussi qui nous écoutent. Il y a Philocum qui dit « Je passe des examens de 2e année dans une semaine. Stress intense. » Oui, c'est un peu paradoxal. On parle des vocations. Stress intense, travail intensif. Vive les études. Il dit ironie. Mais oui. Et oui, il y a beaucoup. C'est la période des partiels pour beaucoup d'étudiants en ce moment. Il y a Rachel qui dit « J'ai fait des études pour être ingénieur informatique et aujourd'hui je travaille à la douane de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Très bonne soirée à vous. » Écoutez, je vais peut-être aussi Anne vous laisser repartir tranquillement, écouter l'émission et vous remercier de votre témoignage, prendre soin de nos militaires, Oui. Soignez-les bien. Oui, on essaiera. Merci beaucoup d'avoir témoigné. Merci à vous aussi pour les étudiants en médecine, je pense qu'en plus ça, vous nous apprenez plein de choses sur le contact et la façon de parler aux gens. Donc, d'accord, donc oui, parce qu'en médecine... déculpabiliser même les veilles d'examen. Ah oui, d'accord, parce que moi je précise, je suis pas médecin, mais sur le contact, d'accord. Bon, tant mieux alors si ça vous aide. Merci beaucoup. Au revoir, bonne soirée. Au revoir, bonne soirée. Il y a Marie qui nous écrit, qui dit « Moi, au contraire, mes parents m'ont toujours laissé suivre mon chemin, m'ont encouragée sans me mettre la pression. Résultat, à la rentrée de septembre, je commence mon 2e master aux États-Unis, où je viens de finir un master de littérature dans une université au cœur de New York pour me lancer dans une carrière dans l'édition. Je vous écoute chaque jour pour l'heure du goûter et votre émission est un délice, me dit Marie. Coquelicot me dit « J'ai toujours voulu être orthophoniste. À la sortie du lycée, mon père préférait pour moi une voie dans le commerce. J'ai réussi à tenir tête et c'est pour moi un vrai bonheur d'avoir réussi à faire ce métier. Comme quoi, il faut faire confiance à ses enfants parfois. » Johan dit « Mon père est professeur, il rêvait que je sois médecin ou dentiste ou encore kiné. Il voulait que je réalise ses rêves, avoir un métier qui gagne de l'argent et où on est son propre patron. Il avait juste de l'ambition pour moi. Finalement, après quelques semaines en fac de médecine, j'ai terminé comme professeur des écoles. Donc, comme lui, je n'avais pas d'envie particulière, cela l'a inquiété. Mais il faut laisser le temps pour trouver la voie qui nous convient, dit Johan. Et puis Annie, elle voulait encourager Émilie dans la voie qu'elle s'est choisie. Tout ceci fonctionne à merveille, dit Annie, que ce soit en institut, à domicile ou encore en proposant ses services auprès des hôpitaux. Et elle lui souhaite une belle réussite. On accueille maintenant Cara. Bonsoir Cara. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors moi, c'est tout le contraire des auditeurs précédents. J'ai des parents qui m'ont toujours soutenue. Oui. Et j'ai écouté l'émission en podcast cet après-midi et j'ai envoyé un message tout de suite parce que ça me paraissait très important. Et j'ai pas de mots pour les remercier en fait. Et maintenant, je vis de ma passion et je suis très épanouie. Alors, quelle est votre passion, Cara ? Alors, depuis toute petite, j'ai aimé la musique. Eux m'ont raconté que je m'endormais sur les enceintes du lecteur vinyle de mes grands-parents en écoutant la flûte enchantée. Oui. Et donc, j'ai toujours aimé la musique. Et parallèlement, j'ai aussi beaucoup aimé les maths. Donc, j'ai fait une licence de mathématiques. J'ai commencé le conservatoire très jeune. Et puis après... À quel âge ? Très jeune, c'est-à-dire ? À 6 ans. À 6 ans. 6 ans, oui. Et donc, quand cette passion, la flûte enchantée, ça, vous l'avez écoutée donc même avant déjà, 6 ans déjà. 3 ans, il paraît que je m'endormais là-dessus, quoi.
Et je demandais à peine, je savais à peine parler et je demandais la flûte enchantée à ma grand-mère. Donc, et ça me paraissait important de dire que pour les parents, je pense qu'il ne faut pas seulement une acceptation passive, c'est-à-dire que quand à 14-15 ans, les enfants disent « bon bah voilà, moi je veux faire ça », qu'ils aiment faire, mais moi mes parents étaient très actifs. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment vu mes affinités depuis toute petite et sans eux, moi, je pense pas que j'aurais fait la démarche toute seule de m'inscrire au conservatoire à 6 ans et je serais pas là où je suis si j'avais pas 12 ans de conservatoire derrière moi. Donc voilà, ils n'ont pas seulement accepté quand je leur ai dit que je voulais faire une école d'ingénieur du son après, ils ont vraiment, dès toute petite, ils m'ont poussée et ils m'ont même tirée dans ce sens-là, quoi. Donc voilà, c'était important pour moi de témoigner pour dire aux parents d'être ouverts aux affinités de leurs enfants dès leur plus jeune âge, quoi. Oui, c'est parce que vos parents ne sont pas dans cet univers-là. Du tout. Mon père est architecte et ma mère est directrice artistique en publicité, donc ils sont mélomanes tous les deux. Oui, certainement, parce que c'est ça, tous les enfants n'ont pas accès forcément à cet univers, à ce type de musique. Déjà, donc c'est important. Déjà, vous avez été éveillée à cela, mais vous auriez pu très bien ne pas être réceptive. Oui, comme beaucoup d'enfants entendent de la musique classique et ça leur fait rien du tout. Donc, et puis, mais oui, eux sont pas du tout dans ce domaine-là, en tout cas professionnellement, pas du tout, quoi. Et alors, ce qui est formidable, c'est qu'aujourd'hui, vous vivez de votre passion. Oui, je vis de ça et justement donc après. Alors vous êtes toute jeune, vous avez 23 ans. 23 ans. Et oui. C'est formidable parce que j'ai la chance de vivre avec un homme qui est dans le métier depuis longtemps, donc on sait très bien que dans ce milieu-là, comme en général dans les milieux artistiques, il faut des relations, mais donc je pense que ça aide aussi, mais oui, voilà, on en vit très bien et je pense que quand on est vraiment passionné et qu'on a la foi et la volonté de travailler dur pour y arriver, on y arrive même dans ce milieu-là qui, tout le monde sait, c'est très difficile, quoi, avec la crise du disque, etc. Mais, oui. Mais oui, on en vit et puis, comme je dis à tout le monde, moi je me réveille tous les matins en étant heureuse de ce que je fais et c'est en grande partie grâce à mes parents. Alors, vous êtes, très modeste, mais c'est vrai que j'ai votre mail sous les yeux. Vous êtes compositrice, ingénieure du son, réalisatrice et instrumentiste. Et finalement, c'est grâce à vos formations en parallèle où vous avez à la fois une licence de mathématiques, une école d'ingénierie du son et donc parallèlement le conservatoire. Hein. Ouais. Donc, c'est un peu atypique et c'est pour ça que c'est bien aussi qu'on m'ait soutenue parce que j'ai fait des choix qui étaient un petit peu étranges. Après, j'aurais pu continuer directement le conservatoire pendant des années. J'ai décidé de me consacrer à ma licence et puis après, une fois que j'ai fait une licence, j'aurais pu continuer sur un master. J'ai décidé de recommencer à zéro avec une école d'ingénierie du son. Mais je savais très très bien où j'allais et je pense que mes parents ont senti que je savais où j'allais. Donc voilà, et c'est grâce à un petit peu toutes ces formations en parallèle que maintenant j'ai la chance de pouvoir exercer plusieurs métiers en un domaine, on va dire. Ah oui, c'est formidable ça. Hein. Ouais. Mais voilà. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce très beau témoignage, hein, c'est moi qui vous remercie. Vraiment, merci. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Alors, je reçois des SMS, là, au 7 21 21, code nuit. Quelqu'un me dit, à 20 ans, je vendais des chaussures sans passion. Après un chômage économique, c'est le centre d'information et d'orientation qui m'a aidé à trouver ma voie dans le social à l'âge de 24 ans. Et justement, Rome dit, le fils de Daisy aurait grand intérêt à aller faire des tests de profil de métier au CIO, Centre d'information et d'orientation de sa ville. Ça donne des idées. Il y a Flora qui dit, et moi qui n'ai jamais quitté l'école, jamais posé mon cartable. Et mes élèves qui ont toujours le même âge, alors que je vieillis inexorablement. Mais j'adore mon métier. Voilà, ça fait du bien d'entendre des professeurs parler de cette façon. Bonsoir Jessica. Jessica, vous êtes avec nous ?
Allô? Oui, bonsoir Jessica. Oui, bonsoir. Bonsoir. Donc, moi, je suis chauffeur routier Oui. depuis 6 ans. Ah, vous êtes une jeune femme également. Oui, j'ai 27 ans. Oui. Et donc, ça n'a pas été facile non plus, puisqu'au début, quand j'ai dit à mes parents que je voulais m'orienter dans le transport, ça n'a pas été très, très, très facile, parce que tout de suite, ils voyaient le métier de chauffeur, et pour eux, c'était pas un métier pour une femme. Donc, je me suis quand même battue. J'ai quand même fait mon BTS en transport. Et j'ai eu mon diplôme, donc j'étais fière de pouvoir leur montrer que j'étais quand même bien décidée à vouloir travailler dans le transport. Et seulement après mon diplôme, quand j'ai commencé à chercher du travail, on me disait, c'est bien mademoiselle, vous avez votre diplôme, mais vous n'avez pas d'expérience. Oui, ça, on le retrouve malheureusement. C'est un discours que beaucoup de jeunes gens entendent. Hein. Voilà, donc ça décourage un peu. Et, et mes parents qui ont quelques contacts dans le transport, puisqu'ils ont besoin, ils ont affaire à des transporteurs, m'ont appelé et m'ont aidé à rentrer dans une entreprise qui forme leurs chauffeurs routiers. Et donc je suis rentrée, j'ai passé mes permis et depuis je suis toujours dans cette entreprise. Oui. Et je travaille tous les jours à plein temps. Et je suis contente tous les jours de prendre le camion et oui, je crois que ça va continuer. Vous m'avez envoyé un petit texto tout à l'heure. Vous adorez votre métier, hein, vous êtes très fière, oui. Ouais. Vous adorez vous avez un 40 tonnes, hein, je crois. Oui. Ouais, c'est toujours, moi ça me fascine toujours quand je vois parfois et ça n'a rien de péjoratif, des petits bouts de femmes comme ça et ces énormes camions, ça m'impressionne toujours. Mais ça surprend toujours les gens. Oui, ça surprend parce que je me dis oh là là, c'est bon alors que pourquoi je vais dire après tout elles peuvent au niveau de j'allais dire du maniement. Vous voyez, je suis une super conductrice. Non mais c'est aussi maniable par un homme que par une femme. Hein. Mais ce sont des idées préconçues encore. Mais c'est vrai que les femmes restent encore minoritaires. Hein. C'est ça, en fait, il y a les préjugés et à chaque fois, je leur dis, oui, mais bon, maintenant le travail a évolué aussi et on peut le faire, quoi. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas. Hein. Oui. Il paraîtrait que les femmes font moins de casse. Je vais me faire des amis, moi, parmi les amis routiers qui nous écoutent au niveau des camions. C'est ce qu'on dit. Bon, moi, j'en fais comme mes collègues, hein, mais peut-être plus consciencieuses, peut-être. Oui. Ça. Alors, il y a Sergio qui dit bonne route, collègue Jessica. Il n'oublie pas que la prudence est toujours de rigueur. Il y a Sylvain de Dijon qui dit aujourd'hui on me dit conducteur routier. Quoi, qu'est-ce que vous avez dit? C'est moi qui ai dit. J'ai dit quoi? J'ai dit. Je sais plus le mot que j'ai utilisé. Mes félicitations et bienvenue. Donc l'ami Sylvain est il veut qu'on appelle on dit conducteur. Alors je sais pas comment, je sais plus le terme qu'on a utilisé. Vous voyez, j'ai oublié. Et vous, qu'est-ce qui faisait, puisque vos parents n'étaient pas dans ce domaine, qu'est-ce qui faisait que vous étiez attiré par ce métier? Vous travaillez vous faites du national, de l'international? Je fais du régional. Du régional, d'accord. De nuit. Oui. Et j'ai fait un peu, dans mon entreprise, on a des activités assez diverses, un peu d'international en double. D'accord. Mais bon, maintenant, je reste dans ma région et ça me convient très bien parce que je rentre chez moi tous les jours, donc... Vous rentrez, oui, tous les jours, c'est ça. Ouais, et la nuit, parce que vous transportez des... Alors moi, c'est un peu spécial parce que je fais du transport de volailles vivantes. Ah, vivantes. Ouais, donc on fait les élevages et c'est pas tous les jours simple. Oui. Et pourquoi ça doit avoir lieu la nuit? Parce que déjà les animaux
pas moins stressé, mais il bouge beaucoup moins la nuit que le jour. D'accord. Et aussi parce que les abattoirs commencent tôt. Ah oui, donc, bien sûr. il faut que les animaux soient arrivés avant que l'abattoir débute. Quoi. Oui, en vous posant la question, je me suis dit, bien sûr. Eh oui. Donc, c'est conciliable avec une vie de famille, une vie de couple, parce que vous êtes chez vous. C'est un peu dur parce que au travail la nuit, faut dormir le jour. Mm-hmm. Oui, mais donc, ça c'est comme tous les métiers de nuit. Oui, mais notre particularité, c'est que on peut travailler 4 heures dans une nuit, comme faire 12 heures. Ça, c'est très très variable. Donc il faut tous les jours, notre semaine n'est pas pareille. Et moi maintenant, je suis toute seule, mais donc c'est encore plus dur. Mais mon mari était routier, lui, il partait à la semaine. D'accord. Donc on se voyait 1 jour et demi par semaine, parce que moi je repars le dimanche soir. Ouais. Et vos parents, finalement, donc ils vous ont donné ce petit coup de pouce au sein de l'entreprise, là, dans laquelle vous travaillez, et aujourd'hui, ils voient que vraiment vous vous épanouissez dans ce métier. Oui. Puis ils sont contents que j'ai réussi, et puis que c'était pas sur une lubie que j'avais à un moment donné. Oui. Oui. Ils sont contents, oui. Ils sont contents pour vous. Ouais. Eh bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps de vous arrêter, ma chère Jessica, et bonne route à vous. Hein. Merci à vous. Pas de message à passer, vous non. J'ai dit, on l'a fait pour vos collègues, pour vos autres collègues, donc après tout. Hein. Bon courage à tous ceux qui travaillent la nuit. Et puis prudence, quoi. C'est adorable. Vous faites un message général à tous. À tout le monde. Merci beaucoup. De rien. Merci Jessica. Au revoir. Au revoir. Et on accueille Hélène, je crois. Bonsoir Hélène. Et on va conclure avec vous. Marie-Hélène. Ah, Marie-Hélène, pardon. Voilà. Bonsoir Marie-Hélène. Bonsoir Caroline. Juste un petit mot pour la maman qui s'inquiète. Qu'est-ce que c'est qu'une année dans la vie? Alors, vaut mieux prendre Pour Daisy, oui, dont le fils ne sait pas ce qu'il veut faire. Elle ne nous dit pas quel âge il a. Une direction générale au départ et perdre un an peut-être pour ensuite se dire... Mais ça n'a pas d'importance. Qu'est-ce qu'une année dans une vie? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que parfois, il faut une année de plus pour des enfants pour tout d'un coup mûrir et se rendre compte. Hein. C'est ce que j'ai fait avec mes enfants. Moi, j'ai pas eu cette chance. Je voulais être orthophoniste. Et à l'époque, c'est vrai que c'était un métier qu'on ne connaissait pas. Moi, je m'étais un peu renseignée et mon père m'a dit, tu ne feras jamais ça, tu te rends pas compte, on ne sait pas ce que c'est que ce métier. Enfin, vous voyez, tout ce qu'on pouvait dire à cette époque-là, c'était en 70 à peu près. Oui. Et donc, tu feras du droit. J'ai fait du droit, mais ça n'a pas duré longtemps parce que c'était pas du tout ce dont j'avais envie, quoi. Et j'avais plutôt envie de m'adresser à des enfants, donc je suis passée par la petite porte, comme on dit. J'ai passé un concours et j'ai été institutrice remplaçante. Mais il n'empêche qu'au jour d'aujourd'hui, après un divorce, après de longues années et un divorce, où je me suis retrouvée sur le carreau, parce que j'avais été obligée d'arrêter mon travail pour élever une fille qui était malade. J'avais 2 garçons en bonne santé, mais une fille malade et qui faisait beaucoup de séjours à l'hôpital. J'avais arrêté mon travail, donc je me suis retrouvée après mon divorce sans rien. Alors je me dis que si j'avais été orthophoniste, j'aurais pu m'installer chez moi et peut-être travailler plus facilement. Voilà. Oui. Et je voulais dire aussi que pour mes enfants, j'ai fait exactement l'inverse. Je leur ai laissé choisir ce qu'ils voulaient, quitte à ce qu'ils se trompent. J'avais mon petit dernier qui était très inquiet parce qu'il se trouvait moins intelligent que son frère et sa sœur. Allez savoir pourquoi. Il y a toujours des profs qui vous sortent, t'es pas comme ton frère, t'es pas comme ta sœur. Alors quand il était en terminale, il aurait voulu être prof de sport. Oui. Et il m'a dit, maman, je ne rentre pas en STAPS, ça s'appelle le STAPS, hein. STAPS ou CREPS, suivant les régions et les endroits. Et je ne savais pas. Oui, STAPS. Donc maintenant, vous avez vu avec les nouveaux, ils ont un projet, le gouvernement a un projet de faire plus de sport l'après-midi. Donc à un moment, on disait qu'il y avait trop de profs de sport, donc on va de nouveau en avoir besoin, semble-t-il. Oui. Alors justement, lui, donc il ne voulait pas parce qu'il s'est dit, je ne vais pas réussir. Alors il a eu son bac du premier coup, sans problème. Et je lui ai dit, écoute, je lui avais dit, tu t'inscris. Ça fait rien si tu dois te tromper, si tu n'y arrives pas, mais au moins tu n'auras pas de regret, tu auras essayé. Et il a passé sa licence de STAPS. Oui. Il a raté son CAPES.
comme c'est vrai que c'était la période, parce que c'est relativement récent, où on diminuait le nombre de postes, il a dit, moi je veux pas recommencer le CAPES parce qu'il y en a trop qui se cassent la figure. Je vais faire autre chose. Alors il a passé un concours d'étapes, c'est-à-dire éducateur territorial d'activités physiques et sportives. Et c'est pour travailler dans les collectivités territoriales. Et là, il travaille pour une ville de la périphérie de Nantes. Oui. Et il s'occupe de tout ce qui est sportif, extrascolaire, pendant les vacances, le soir, le jour. Enfin, il s'occupe de tout ce qui est sportif dans la ville. Voilà. D'accord. Et il est ravi. Bon. Alors, vous voyez que j'ai eu raison. Ben, bien sûr que vous avez eu raison. Il faut laisser. Moi, je crois que même si vaut mieux que d'avoir des regrets toute sa vie. Je crois que ça, c'est très important. Oui. Ben justement, j'ai un message là. Attendez, je suis en train de le chercher parce que j'ai tellement eu je vais chercher là. Il y a tellement de réactions sur ce sujet. Je suis en train de regarder. Il y a Sophie qui me dit, mais quelle chance d'avoir une vocation. J'ai 27 ans, 10 ans d'études variées derrière moi. Je ne suis passionnée par rien. Un bac plus 5, mais pourquoi? Parce qu'il faut bien faire quelque chose. Alors aux parents dont les enfants ont une passion, encouragez-les. Ah oui, ça c'est exact, c'est vrai. Encore quelqu'un qui me dit, après une licence de droit, j'ai découvert l'école de paysagiste. Aujourd'hui, je vais être architecte paysagiste, dessiner et travailler le nez au vent. C'est joli ça. Voilà, mais vous voyez, c'est bien ce qu'on revient toujours. Il y a même, quelle que soit la filière qu'on va prendre, un jour ou l'autre, soit on abandonne et on change de filière, quelle importance. C'est ce que je dis, qu'est-ce que c'est. Je disais toujours aux jeunes que j'ai côtoyés quand je travaillais dans un lycée, j'ai dit, mais vous savez, si vous ratez votre bac, c'est pas catastrophique. Vous savez, quand vous aurez 40 ans, on vous demandera pas avec quel âge vous avez eu votre bac. C'est tout à fait. Alors des fois, les parents font tout un plat, vaut mieux les laisser, chacun mûrit comme il peut, et pas trop les embêter, quoi. Être attentif. Ah il y a Daisy qui vient de nous renvoyer un petit message. Elle dit, merci pour vos conseils. Ça s'adresse à vous, Marie-Hélène. Elle dit, mon fils va avoir 20 ans. Alors, je saute du coq à l'âne. Simplement, je voulais vous dire, je crois qu'il y avait une grand-mère, il y a quelques semaines, quelques mois peut-être même, qui vous avait appelé, dont la petite fille était décédée dans un accident. Et au sujet de la greffe de cœur, je crois. Oui. Je tiens à préciser que ma fille, justement, c'était ça, a été greffée du cœur il y a 8 ans. Et ça a changé sa vie, quoi. Elle ne vivait plus et maintenant elle vit. Je me souviens très bien de ce témoignage. Voilà. Et la fille de cette dame attendait un bébé, oui. Et si la mamie veut me parler ou quoi que ce soit, vous pouvez lui communiquer mon numéro de téléphone. Écoutez, si elle est à l'écoute ce soir, merci. On ne sait jamais. On transmettra bien volontiers, Marie-Hélène. Oui. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Et puis encore et toujours, Françoise Hardy, hein. Ne l'oubliez pas. Merci, Marie-Hélène. Merci pour tout. Je vous embrasse. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. La nuit continue sur Europe 1 avec vos témoignages au 39 21 et toutes vos réactions par SMS au 7 21 21 code nuit. Et elles sont très très nombreuses. Je ne sais pas si, je l'espère, Hélène est à l'écoute ce soir, mais c'est elle qui hier nous avait parlé des vocations contrariées et nous recevons beaucoup de
de messages. Alors pardonnez-moi si je ne les lis pas tous. Je vais faire en sorte d'en lire le maximum, mais il est possible qu'il y en ait certains qui m'échappent. Il y a Virginie qui nous dit « Je regrette mes études dans la restauration. J'ai fait des études dans le commerce et actuellement j'ai un poste en tant qu'employé en libre service et mise en rayon. » Il y a Clémy qui dit « J'ai 14 ans, je viens de découvrir le chant lyrique. Depuis que j'ai 6 ans, je veux être chirurgienne. Mais maintenant, j'hésite du coup. » Il y a le subversif qui dit en tout cas « Médaille d'or aux courageux reconvertis sur le tard », après avoir écouté tous les témoignages que nous avons entendus en première heure de cette émission. Et nous avons également quelqu'un qui me dit « J'ai 19 ans, au lycée, je suis partie 1 an au Japon avec l'association AFS. Je ne sais pas ce que c'est, ça peut permettre de mûrir, c'est un réel enrichissement pour la vie. » Frédéric, c'est une femme qui dit « Moi aussi, je suis routier de nuit en national, j'ai 3 enfants et je rentre tous les 2 jours. » Il y a Laurent qui est de Lyon et qui dit « Bonsoir à tous les professionnels du bitume. Je démarre ma nuit au départ de Mulhouse et je vais livrer 2 magasins dans le département de la Moselle. » Et on a également Léonie qui dit « Travaillant auprès d'adolescents, je constate que l'orientation après la 3e est très compliquée, tant pour les parents que les jeunes. L'orientation se fait souvent en fonction des notes et non des envies. Quel gâchis, nous dit Léonie. » Il y a Evelyne qui, après avoir entendu parler du métier de chauffeur routier, elle dit « Je rêve de partir avec un chauffeur routier. Je me demande si c'est possible. » Demande Evelyne. Alors, je ne précise pas si c'est avec un homme ou une femme. Il faut voir. Evelyne, elle nous a pas répondu. Bon, faudrait avoir plus de précision. En tout cas, Ludovic a trouvé Jessica très courageuse dans son parcours. On a quelqu'un qui nous dit « J'ai toujours voulu être comédienne et je le suis. Pourtant, un professeur a tout fait pour m'en dissuader. Et je l'en remercie car il m'a permis d'avoir bien conscience des difficultés du métier. » Et également, ah oui, alors j'ai reçu aussi ce message que je vous lis là, de Didier, qui me dit « Bonsoir ». Alors le message, je l'ai reçu à 00:05. J'espère que Didier est à l'écoute. Il me dit « Je suis agriculteur. Une vache vient de véler dans mon élevage et le veau s'appelle donc Europe 1. » Bienvenue au petit veau, longue vie à Europe 1 et chouchoutez-le bien, hein, ce petit veau. Et puis j'espère que si les autres naissances, vous allez pas les appeler des noms des autres stations. Hein, voilà, il faut qu'il y en ait un petit veau Europe 1 et que vraiment vous le chouchoutiez bien et longtemps. Didier, hein, on compte sur vous vraiment et vous lui faites un énorme câlin de la part de toute l'équipe. Alors ça y est, j'allais vous dire aussi, on est vendredi. Alors ce soir c'est la fête de voisins, la fête des voisins qui fête ses 10 ans. Et j'ai vu ça, j'ai découvert sur les, enfin pas la fête des voisins, mais dans un gratuit, c'était Direct Soir pour ne pas le nommer, que c'est Athanase Périfan qui est à l'origine de cette belle initiative. Bravo à lui. Et qu'à l'origine de tout cela, en fait, c'est un événement tragique parce que il était à ce moment-là jeune élu. C'est ce qu'ils expliquent dans ce journal gratuit, et ils avaient retrouvé une vieille dame morte depuis 2 mois dans son appartement sans que personne ne s'en soit rendu compte, et son voisin qui partageait le même palier depuis 7 ans ne la connaissait même pas. Et évidemment, cette histoire l'avait bouleversé. Il avait mis en place une association et puis finalement en 99, l'association est passée à la vitesse supérieure et il a lancé la fête des voisins. Et c'est vrai que
de 10 000 personnes en 99, aujourd'hui on est à plus de 6 millions et demi de voisins en 2009, je veux dire, auquel il faut ajouter 2 millions d'Européens qui le célèbrent désormais le même jour. Alors je dis c'est une belle initiative parce que c'est pas toujours simple d'aller comme ça sonner à la porte des voisins, et ça peut être l'occasion de en s'organisant un peu, en préparant un petit peu cela, de l'occasion évidemment de se rencontrer, de prendre un verre, de parler. C'est un moment où quand même l'anonymat et l'isolement sont monnaie courante, de sortir un peu, de briser cette solitude, et puis qu'il y ait aussi de la solidarité, parce que ça peut être dans un immeuble de l'occasion de se rendre des menus services quand il y a des enfants, de partager des gardes d'enfants, des propositions de babysitting, pour les ados de se faire un peu d'argent de poche, de se dépanner pour des courses, des trajets d'école, pour justement les personnes âgées proposer de faire des petites courses, d'aller les voir, de rompre cet isolement. Donc je trouve que c'est une belle initiative. Peut-être que vous allez y participer ce soir. Si c'est le cas, si vous y participez depuis un moment ou si c'est la première fois, n'hésitez pas à nous en parler, appelez le 3921 pour nous dire pourquoi vous y participez, qu'est-ce que ça vous apporte, qu'est-ce que ça a changé dans vos relations avec vos voisins depuis. On accueille maintenant Lola. Bonsoir Lola. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je suis un petit peu intimidée depuis le temps que je voulais vous parler. Non, ça va bien se passer, rassurez-vous. Voilà, donc comme je racontais à vos collègues, j'ai perdu ma mère en 2001. Oui. Et depuis cette date-là, on va dire, je comprenais pas pourquoi je m'éloignais du cercle familial, c'est-à-dire des frères, des sœurs et en particulier mon père. Et les années passant, je réalisais que je détestais de plus en plus mon père. Et que je ne voulais plus revoir. Peut-être parce qu'il maltraitait ma mère avant et que elle n'a pas pu lui dire ses souffrances avant de partir, peut-être. Mais pour moi, c'est resté comme ça, et plus les années passent, et plus je n'ai pas envie de le voir. Vous lui en voulez du mal qu'il a fait à votre mère? Je lui en veux énormément, du mal qu'il a fait à notre mère. Je pense qu'on lui en veut tous, parce qu'on est quand même une grande famille. Mais je lui en veux beaucoup de comment dire ça, de cette façon de laisser un peu tomber ses enfants. Et en particulier, nous les filles, c'est-à-dire on est que 3 filles, et on va dire c'est comme s'il y avait eu un bouleversement dans cette famille. Le noyau familial n'est plus là, donc tout est inversé. Qu'est-ce qui lui est arrivé, sans être indiscrète, à votre maman? C'est justement, ça a été un choc pour tout le monde, parce que en fait, elle était rentrée juste pour un petit bilan de santé au niveau de son asthme, juste quelques jours, en fait, une semaine. Et au bout de ces quelques jours, on nous annonce qu'elle sortait bien, elle était sortante bien le lundi, donc on était tous très très contents. Et oui. Et donc le week-end, on se réunit tous autour de son lit normalement et tout ça, et on lui posait justement la question de ce qu'elle voulait avoir pour son anniversaire. Et nous, tous les ans, on prévoyait de faire à chaque fois un gâteau et tout ça, comme dans tous les anniversaires, et les cadeaux. Et là, elle nous dit non, elle fait surtout pas, elle fait cette année, je ne veux pas qu'on fasse de gâteau et tout ça et tout ça. Donc, déjà, c'était un petit peu bizarre qu'elle nous dise ça. Et ce qui est arriva dans la nuit de samedi à dimanche. On nous appelle en catastrophe en nous disant que notre mère est en train de faire une hémorragie interne. Oui.
Il n'avait pas vu ça. Il n'avait pas prévu. Non. Oui. Non. Oui, c'est d'autant plus terrible que pour vous, elle était sortante. Voilà. Oui. Donc elle était en parfaite santé. Je veux dire, on était tous là autour d'elle et voilà. Et le pire, c'est qu'ils ne nous l'ont pas laissé éveiller pour qu'on puisse lui parler ou pour qu'on puisse au moins lui dire au revoir. Donc, en fait, ils l'ont laissé dans un coma artificiel pratiquement un mois et demi. Et, mais pourquoi, ce que je ne comprends pas, Lola, c'est, je pensais pourquoi finalement, vous dites, il n'a pas pu... Enfin, vous semblez en vouloir à votre père des souffrances qu'il a fait. Alors déjà le fait qu'il ne se manifeste plus auprès de vous depuis, mais des souffrances du fait qu'elle a été malheureuse avec lui, c'est ça? Vous parlez de souffrances endurées. Oui. Mais de quelle souffrance, à quelle souffrance pensez-vous? Oui. Toutes les, je dirais, les maltraitances qu'un homme peut avoir. Envers sa femme, je veux dire une femme faible, son façon de parler pas soumise, mais qui était qui ne travaillait pas. Elle avait 8 enfants, ma mère, donc elle s'occupait de ses 8 enfants jusqu'à son dernier souffle. C'est ce qu'elle a fait. Ensuite, on était tous grands et on a tous fait nos vies, mais c'était quelqu'un qui était jusqu'à même quand elle rentrait à l'hôpital, il faisait pas de quartier. D'accord, oui. Oui. Et même hospitalisé, il n'était pas plus gentil vis-à-vis d'elle. Non. D'accord, oui. Et j'ai l'impression que... c'est ce que moi je ressens maintenant. Je pense que... c'est peut-être cruel ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que pour lui, ça a été... il a souffert. Je ne veux pas dire qu'il n'a pas souffert du décès de ma mère. Ce serait un mensonge de dire ça. Mais j'ai l'impression aussi que c'est une délivrance pour lui. C'était une délivrance dans le sens où aujourd'hui, je peux me débarrasser de tous ceux que je n'ai pas envie de voir, par exemple, qui me rappelleraient peut-être éventuellement ma femme, quoi. Donc, nous sommes que 3 filles dans la famille et en fait, je dis pas ça au hasard parce que j'ai longuement discuté avec mes sœurs et elles ressentent pratiquement toute la même chose. Mais je ne leur ai pas fait part de mon sentiment de haine vis-à-vis de lui parce que je n'ai plus envie de le revoir, en fait. C'est comme si qu'il ne me servait à rien. Il est là, mais il représente juste le géniteur, je veux dire. Oui, ça vous culpabilise de ressentir cela? Ah oui, quelque part, ça me culpabilise parce que ça me rend des fois pas bien et je me pose 1000 questions quand même. C'est quelqu'un qui représente quand même le grand-père de mes enfants. Et vos enfants ont quelle relation ont-ils avec une lui? relation normale, mais étant donné que je ne normale, ça veut dire quoi? C'est-à-dire il est affectueux en tant que grand-père? Pas du tout, justement. Non. Donc vos enfants sont attachés à lui ou pas tant que ça? Oui, ils sont attachés parce que quand ils étaient petits, il était, on va dire, un peu plus attachant. Mais maintenant qu'ils sont grands, je dirais avec la plupart des petits enfants, ils ne parlent pas, D'accord. Non. Ils ont quel âge vos enfants, Lola? Le plus grand a 15 ans et le deuxième 11 ans. Oui. Et les 2 derniers, c'est les nouveaux arrivés, on va dire, c'est les jumeaux, filles-garçons. Ils ont eu 18 mois. D'accord. Voilà, donc j'y étais justement ce dimanche-ci, j'y étais parce que justement c'était le 23 mai, c'était l'anniversaire de ma mère si elle était encore vivante. Et on a pour coutume avec mes 2 sœurs de se réunir à la maison familiale, on va dire, et de faire tous les petits plats que ma mère aimait bien. Donc en présence de votre père? En présence de mon père, oui. Et justement, donc, nous sommes arrivés et tout ça. On n'a pas échappé à la règle. Très ronchon, très avec sa mauvaise tête. Il était là. En fait, il sort pas les mots, mais s'il pouvait sortir les mots, il nous dirait mais qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous voulez? Oui. Pourquoi vous ne le feriez pas ailleurs
que... Parce au fond, puisque finalement, vous dites que votre père n'a jamais, c'est difficile pour vous, douloureux de voir que il était loin d'être tendre à tout point de vue avec votre mère. Donc pourquoi à tout prix vouloir... je comprends que vous vouliez à l'occasion de l'anniversaire de votre mère vous réunir entre sœurs et faire les plats qu'aimait faire votre mère. Enfin, c'est une occasion de vous réunir, d'être ensemble, de penser à elle. Vous n'avez pas besoin de ce jour-là particulier pour penser à elle, c'est une façon symbolique d'être ensemble. Mais pourquoi pas le faire chez l'une d'entre vous, plutôt que d'être en présence de votre père, où finalement c'est une présence plus gênante et agressive qu'autre chose. Si, c'est vrai, mais on n'a jamais pensé à cet aspect de la chose. Vous vous sentiriez peut-être plus libre. En fait, c'est parce que comme j'ai ma sœur qui a un an de moins que moi et qui elle, je sais pas, c'est elle qui insiste souvent pour venir faire ça dans la maison familiale. Donc nous. Oui, mais la maison familiale, ça avait un sens tant que votre mère y était. Ah oui, aujourd'hui, ça n'a plus du tout aucun sens. L'important, c'est que vous soyez réunis, que, comme vous dites, vous êtes réunis autour des plats que faisait votre mère. Vous êtes ensemble. Enfin, que ça soit un moment chaleureux et tendre, et s'il y a une présence comme ça, ou comme vous dites, il est ronchon, quelque part, ça gâche ce moment. Et c'est parce qu'en fait, pourquoi on insiste de faire là, c'est parce que on a des frères aussi, mais malheureusement, ce qui s'est passé avec ces années qui ont entre 2001 et jusqu'à aujourd'hui, c'est que ma sœur, nous trois, on va dire. Voyant que notre père continue à avoir une attitude très très désagréable et qui montrait carrément qu'il voulait plus voir personne, mais à part certaines personnes, quoi. Du coup, chacun continue à mener sa petite vie, c'est-à-dire moi je travaillais, mon autre sœur travaillait, ma grande sœur entre-temps avait perdu son mari, donc elle était veuve et elle était beaucoup cloîtrée chez elle, façon de parler. En repli sur elle-même, quoi. Et pour lui, peut-être qu'il s'est dit, voilà, elles viennent plus, et tant mieux. Et le fait que des fois on retourne voir ce qui se passe, j'ai l'impression qu'on dérange tout le monde, en fait. Mais c'est pour ça, vous pouvez aussi le faire ailleurs. Bon, moi je vous suggère ça comme cela. Voilà. D'accord. Donc voilà, en fait elle est morte le 11 juin et ça tombe, son anniversaire c'est le 23 mai, donc on s'est dit on ne fête pas l'anniversaire d'une morte, ça ne se fête pas, et tous les ans à son anniversaire à elle on fait ça, donc et avant on faisait tout en famille, maintenant mais bon, c'est... Mais vous le faites avec mes deux sœurs, avec vos deux sœurs dont vous êtes les plus proches. Oui, on n'est que 3 sœurs de toute façon, donc voilà. Ça. Et puis par rapport à votre père, écoutez Lola, après tout, est-ce que s'il a jamais été très présent pour vous, et puis si vous avez le sentiment qu'il a, est corroboré par des faits qu'il a fait souffrir votre mère, c'est normal que vous lui en vouliez. Donc et après tout, oui. Ah oui. Bien sûr. Ok. Surtout que ça s'est pas très très bien passé, on va dire. Elle est partie. C'est tout. Non, mais on peut ressentir, évidemment, vous ressentez de l'agressivité parce qu'il y a la souffrance. Finalement, vous étant très proche de votre mère, votre mère n'étant plus là, vous en voulez beaucoup à votre père de s'être comporté de la sorte. Ah oui, donc bien sûr que ça se comprend que vous réagissiez comme ça, même si c'est votre père. Voilà. Le jour où elle est partie, pour moi, le monde s'était écroulé, de toute façon. Oui. Donc... On entend, que vous aimiez beaucoup votre mère.
Et bon, ben voilà, il a décidé de continuer à vivre, mais encore une fois, à sa façon, donc voilà. Bon, bah écoutez, vous, il faut que vous continuiez votre vie, hein, Lola. Et pour vous, c'est tout à fait normal que je ressente ce sentiment, alors? Oui. D'accord. Compte tenu de ce que vous me dites, de ce qui s'est passé dans le couple de vos parents, oui. Oui. On peut ressentir beaucoup d'agressivité vis-à-vis de ses parents ou de l'un ou l'autre de ses parents, et notamment là parce que il a fait souffrir votre mère. Donc et puis que vous, en plus, bon, si déjà il a fait souffrir, mais si vous aviez pu nouer une relation tendre et affectueuse avec lui, moi ça pourrait compenser, dire, vous pourriez être en colère. Mais ça pourrait être compensé par le fait que, en disant en tant que mari, c'était pas un bon mari, mais il y a l'image de l'enfant, vous la petite fille, dire avec moi quand même il a été un père tendre et affectueux. Mais vous n'avez ni l'un ni l'autre, donc c'est compliqué. Non. Donc effectivement, vous n'êtes pas proche et vous lui en voulez. Il n'a jamais joué son rôle vis-à-vis de nous, donc jamais. Ben oui, donc c'est. C'est pour ça que quand je dis que c'est juste un géniteur, je sais que c'est un peu dur ce que je dis, mais c'est parce que les personnes qui ont des relations plus proches, évidemment, qui ont eu un père présent, plus attentionné, chaleureux, évidemment, ça va les choquer. Dire comment elle ose parler de son père comme ça, mais en même temps, ce qui compte, c'est ce que vous ressentez vous, Lola. Ça, personne ne peut le ressentir à votre place. Voilà. Hein? Il a quel âge, votre père, aujourd'hui? Il a eu 81 ans. Oui, donc pas de raison que ça change. Hein. Non. Au contraire, je pense pas. Non. Donc bon, écoutez, vous faites en sorte de... Voilà, il voit ses petits-enfants... mais là, ça faisait quelques mois que j'y étais pas allée. Je suis sûre que là, je n'irai pas avant peut-être un an. Je pourrais pas. Oui, mais vous vous protégez. Vous vous protégez aussi de lui, parce que finalement, le voir, c'est difficile, c'est douloureux pour vous, parce que ça vous renvoie à votre mère, à ce qu'elle a vécu, à tous ses manques, à tout ce qui aussi vous a manqué. Donc, finalement, c'est une façon de vous protéger. Vous avez le droit de le faire, Lola. Voilà. Hein? Donc, je ne devrais pas faire attention aux remarques désobligeantes de mes frères, bien évidemment. Non, parce qu'ils n'ont peut-être pas eu la même relation avec votre père. On peut être, quand on est plusieurs dans une fratrie, on n'a pas forcément la même relation, la même histoire avec ses parents. Selon qu'on est une fille ou un garçon, selon le moment de notre naissance, donc peut-être que eux, en tant que garçons, votre père les a davantage investis. Je ne sais pas. Oui. Oui. Bon, donc ça les regarde, mais ils n'ont pas le droit de éviter d'en parler devant eux, c'est tout. Non, mais on n'en parle pas du tout. Et d'ailleurs, voilà, vous n'en parlez pas. On ne se rencontre même plus, donc c'est aussi tant mieux pour ça. Comme on dit... Alors, il y a Violaine qui dit pourquoi ne pas avoir une discussion avec son père afin de ne pas rester sur un non-dit quand arrivera l'inéluctable. Oui, vous dites, oh mon Dieu. Oui, c'est pas possible, vous semblez dire. Non. Oui. J'ai pas du tout envie d'en avoir une et je pense qu'il n'y aurait rien à lui. Pour moi, il n'aurait rien à dire. Bon, il faut que vous vous apaisiez vous par rapport à ça, alors. Ah oui. Ce qui compte, c'est ce que vous ressentez. Je vais surtout me protéger, comme vous dites, parce que en fait, c'est vrai que dès que je retourne là-bas au niveau de la maison familiale et avec lui, sa présence, c'est vrai que tout revient. C'est vrai. Oui, alors protégez-vous. Vous en avez le droit. Merci Lola, en tout cas, de votre appel. C'est moi qui vous remercie, Caroline. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute.
Alors des réactions qui arrivent par SMS au 7 21 21 code nuit. Inès qui dit si vous en voulez à votre père, ce n'est pas sans raison, même s'il est vieux, ne vous sentez pas coupable. Et puis le subversif dit il n'est jamais si facile de couper le lien au nid avec le parent détesté. Non, il en ressort, c'est vrai, toujours beaucoup de difficultés. C'est ce que dit Brigitte. Elle dit peut-être conservez-vous l'espoir d'un changement de votre père, mais ça paraît peu probable. Et puis Didier qui a dû entendre, donc il doit avoir la radio dans son étable. Didier qui est agriculteur et qui nous dit rebonsoir Caroline, rassurez-vous, Europe 1 va bien, c'est le petit veau, pour ceux qui nous rejoindraient à l'instant. Il y a une vache qui vient de véler. Sa maman s'en occupe bien. Je me coucherai à la fin de votre émission, que j'écoute dans l'étable. Et oui, c'est ça, c'est pas facile le métier d'agriculteur, parce que quand il y a une vache comme ça qui vèle en pleine nuit, il faut être là. Et puis en même temps, l'ami Didier, il va être réveillé tôt également tout à l'heure, parce que il y aura la traite et là aussi, il fera pas la grasse matinée. On accueille maintenant Sophie. Bonsoir Sophie. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Merci de prendre mon appel. Je vous en prie. Voilà, moi j'allais dire c'est pas très grave, mais c'est un petit problème qui me trotte dans la tête. Vous avez raison d'en parler. Voilà, pour faire assez court, en fait, je suis avec quelqu'un depuis 5 ans, j'ai 29 ans. Oui. Il correspond a priori en tout point à l'homme que j'ai toujours rêvé d'avoir. Voilà, c'est quelqu'un de très chouette avec qui j'ai beaucoup de bon temps, etc. Et puis là, depuis un mois ou deux, j'ai, par le biais de mon travail, on va dire, rencontré quelqu'un, même si en fait je l'ai jamais vu. En fait, on se parle au téléphone assez régulièrement et c'est noué une espèce de relation de séduction par biais de téléphone. Maintenant, c'est des textos, des mails. Voilà, on communique beaucoup comme ça, alors qu'on s'est toujours pas vu. Et donc, voilà, je suis très travaillée par cette histoire parce que c'est un garçon que j'ai uniquement vu en photo, alors qu'il me plaît en photo. Ah oui, vous avez quand même une photo. Voilà, je l'ai vu en photo et puis à l'écouter, voilà, c'est quelqu'un de très drôle avec qui je partage beaucoup. Mm-hmm. Et donc, voilà, je suis très partagée entre le fait de me dire que après tout, c'est mon jardin secret et que ça fait pas de mal d'avoir quelqu'un qui essaye de me séduire, ça fait toujours plaisir, etc. Et en même temps, je me dis, c'est pas très bien par rapport à mon ami, pour lequel j'ai toujours beaucoup d'amour et que j'envisage pas une seconde de le quitter, quoi. Voilà, je suis assez perdue. Mais finalement, avec ce garçon, tout reste virtuel. Vous Totalement. Comment vous ne vous êtes... Ça fait combien de temps là que ça fait presque 2 mois en gros qu'on parle vraiment sérieusement entre guillemets. Aucun de vous n'a proposé pour le moment un rendez-vous à l'autre? Alors si, normalement il doit venir dans les parages où j'habite à la fin du mois de juin. Voilà pour me voir. Et, où vous habitez? Oui, où j'habite, dans la région où j'habite en tout cas. Lui, parce qu'en plus on n'est pas dans la même région. Mais comment ça a démarré cette relation? Parce que vous dites c'est dans votre travail, mais voilà, comment il a eu, comment ça a démarré cette histoire téléphonique? Pour faire simple, sans tout dévoiler, disons que dans mon travail, je suis amenée à joindre beaucoup de gens avec qui mon entreprise travaille. Oui. Et donc j'ai ces gens-là tous les jours au téléphone. Et puis au fur et à mesure, voilà, cette personne-là, on a commencé à rire. Et puis. Oui, il vous a fait rire en fait. Il vous a séduit par son humour. Exactement. Ouais. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour et j'adore ça. C'est quelqu'un qui a beaucoup de répartie et j'aime quand les conversations sont du tac au tac. Voilà. Oui. Ça vous a. C'est stimulant. Oui, bien sûr. Oui, je comprends. Donc voilà. C'est-à-dire, il y a un jeu de séduction, très clairement, qui s'est établi. Tant que ça reste comme ça au téléphone. Mais vous l'avez tous les jours? Presque tous les jours. Et même là, pendant les 15 derniers jours, il était parti en déplacement à l'étranger. Et même comme ça, il m'appelait de là-bas.
Je le rappelais, on a dépensé des fortunes en téléphone. Tout ça évidemment en cachette, parce que lui, je crois qu'il a quelqu'un, et donc tout ça en cachette de nos, pas conjoints parce qu'on n'est pas mariés, mais voilà, de nos amis respectifs, quoi. Voilà, donc c'est très excitant parce qu'on fait ça en cachette et en même temps c'est pas bien. Voilà, et oui, c'est ça. Très ambigu. Oui, bah bien sûr. Finalement, j'allais vous le dire, mais le subversif le dit mieux que moi, qui dit pourquoi tant culpabiliser d'une bulle d'oxygène artificielle qui jamais ne se respire, mais en revanche, prenez garde à la rencontre. Ouais, c'est ça. Et c'est ça le problème. Parce que moi, j'irais quand même plus loin. C'est-à-dire que tous les jours, c'est trop. Ça devient trop. Ouais. Parce que tous les jours, on devient accro. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est plus de temps en temps. On s'appelle. Il y a une espèce, on attend. Enfin, ça devient un jeu, c'est excitant. On en a presque besoin. Ouais. C'est ça, c'est la bulle c'est bon. Et alors, si vous vous rencontrez, étant donné vous n'auriez pas sa photo, vous ne le trouveriez pas séduisant. Oui, vous pourriez le trouver. Bon, j'en suis presque à me dire que j'aimerais le trouver moche le jour où je le verrai vraiment. Ça serait mieux. Mais le problème, c'est au fond, vous savez déjà il vous séduit par son humour, par sa façon. Il y a plein de joutes verbales, il y a plein de donc il a une personnalité, il sait capter votre attention, il sait jouer avec votre désir. Ouais. Donc la rencontre est dangereuse. Forcément. Forcément. Hein. Là, s'il y a rencontre, vous jouez vraiment avec le feu. Surtout que vous me dites aimer votre compagnon. Ouais, c'est-à-dire que alors un message de Prune qui dit que cherchez-vous, peut-être êtes-vous lassé de votre couple. Bon, vous avez 29 ans, ça fait 5 ans, vous l'avez connu à 24 ans. Ouais. Alors, même si vous l'aimez, je vais me faire l'avocat du diable, même si vous l'aimez, il y a peut-être, effectivement, il n'y a plus le côté excitant des débuts que vous retrouvez avec ce jeune homme-là. Ouais, je pense qu'il y a un peu de ça, c'est il y a vrai. Peut-être ça. Tout le jeu de séduction. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais bon, en même temps, je me dis, est-ce que du coup, si au bout de 5 ans, il n'y a plus ce jeu de séduction-là, est-ce que c'est pas normal, parce que j'aime pas le mot normal, mais est-ce que c'est qu'il y a un problème dans mon couple ou est-ce que... Non, c'est j'allais dire, j'allais reprendre ce terme, qu'est-ce qu'on est toujours par rapport aux normes, alors qu'effectivement, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui l'est pas. Mais au bout de 5 ans, forcément, même si on a un couple jeune, et vous êtes jeunes l'un et l'autre, on n'est plus dans ces premiers trucs où... ça fait des papillons dans le ventre. Voilà, le côté là, vous êtes déjà, il y a la transgression de l'interdit, vous faites en cachette, il y a tout un jeu de désir, vous n'êtes pas rencontrés, peut-être se rencontrer, lui il est au maximum pour essayer de vous séduire, vous attendez son appel, vous êtes là, c'est bon, alors que l'amour fait que on s'assoupit un peu, c'est-à-dire qu'on n'est plus, et c'est aussi ce qui est agréable, on n'est plus sans arrêt dans ce côté toujours de devoir être dans le côté comment être je cherche le mot dans la une forme de sans arrêt attiser le désir c'est bien aussi de pouvoir un peu se poser, d'être véritablement dans la relation. Oui, parce que là vous êtes plus dans le désir que dans la relation. Ah oui, complètement. Alors, c'est vrai que après le tout, c'est que il faut j'aime pas les il faut, mais c'est-à-dire trouver un équilibre entre qui est de la relation véritable, profonde, comme celle que vous semblez avoir avec votre compagnon, de l'amour, et puis par moments pouvoir redonner un peu de piquant. Alors c'est ce qu'on retrouve quand on sort un peu de son contexte habituel. Ça peut être les vacances, ça peut être dans un autre endroit, dans un quelque chose qui stimule le désir, parce que au fond le désir, il aime pas l'habitude. L'habitude, ça l'endort. Voilà. Et tout ce qui sort des habitudes, ça le stimule.
En fait, le truc aussi, c'est que je pense que j'ai une colère, mine de rien, envers mon compagnon. En fait, ça fait 5 ans que je lui demande de m'épouser, parce que je suis quelqu'un de très impatient, on va dire. Au bout d'1 an, en fait, on était ensemble, je lui avais demandé qu'on se fiance. Là, il avait claqué des dents, comme on dit, il a pris peur un peu. Donc, il m'avait dit, bon, on verra. Oui. Et puis voilà, et ça fait 5 ans qu'il me dit on verra. Et puis l'année dernière, il m'a dit écoute, si tu veux, on se paxe. Et donc moi j'étais, on va dire, la plus heureuse des femmes. Je me disais que c'était un premier pas qui pourrait sûrement m'amener vers le mariage derrière. Et puis on se retrouve 1 an après et il a toujours pas fait les démarches. Pourtant c'est pas très compliqué pour un pax. Et donc voilà, donc je me sens un peu. Puis le pax, ça fait moins. Bon, attendez, ça fait moins rêver que le mariage si vous parliez de mariage. Bien sûr, mais je me disais c'est quelqu'un qui a besoin de fonctionner par étapes, d'y aller doucement, etc. Donc je pouvais entendre le fait qu'il souhaite. Oui, d'accord, je comprends. Et c'est vrai que voilà. Il a toujours pas fait. Non, et je lui en ai parlé, je lui ai même dit que ça m'avait blessé, qu'il ait rien fait et que presque je me disais qu'après tout il avait peut-être plus envie. Alors il me dit que non, qu'il lui faut du temps, qu'il met du temps à se décider, que ça lui fait un peu peur aussi. Oui. Mais c'est vrai que du coup, alors que je me dis peut-être que c'est ça qui me pousse un peu à regarder ailleurs, sans avoir plus la volonté que ça d'aller trouver mieux ailleurs, mais je suis perdue. Je suis perdue. Vous ressentez de la colère en tout cas. Ouais, je suis en colère, parce que il sait que c'était quelque chose qui me. Vous êtes en colère parce que vous avez l'impression qu'il ne. Quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, comme s'il ne cherchait pas à vous faire plaisir. Ouais. Il y a un peu de ça, Je pense que dans le fond, ce n'est pas ça, c'est quelque chose de plus profond. Il a le même âge que vous, lui ? Ouais, il a 6 mois de moins. Ouais. Non, je pense que c'est quelque chose qui peut-être même s'il vous aime, l'angoisser dans le sens que ça prend par rapport à son histoire, par rapport à lui-même. Et bon, mais je crois que ça vaut le coup d'en reparler avec lui. Sans lui mettre, en reparler, c'est pas lui mettre la pression. Mais de dire c'est important, voilà, ça compte sur moi et ça compte sur moi, ça compte pour moi et je me sens que vous vous sentez blessé. Je lui ai déjà dit en fait, et c'est vrai que en fait on a eu une grosse discussion il y a 6 mois peut-être, parce que pareil je voyais rien venir, donc je me disais je vais peut-être en remettre une petite couche quand même histoire de le réveiller un peu. Et donc je lui avais dit que voilà, c'était quelque chose qui était important pour moi et que le jour où il m'avait demandé en Pax, même si c'était pas cette demande-là à laquelle je m'attendais, je lui avais dit que ça m'avait vraiment touchée et que j'avais compris aussi et qu'il voulait d'abord passer par ce cap-là. Et donc il avait plutôt compris, c'est quelqu'un qui est très à l'écoute, donc pour ça il est chouette, mais il faut qu'il réalise que vous avez presque 30 ans. Et que c'est un âge où quand même beaucoup de jeunes femmes ont un besoin de concrétisation, alors qui se traduit soit effectivement par une stabilité dans leur couple, qui se traduit soit par un mariage, soit par un enfant. Enfin, donc il est important qu'ils puissent entendre vos attentes, parce que c'est vrai qu'il peut vous perdre. Alors évidemment, vous pouvez pas lui dire comme ça parce que ça serait trop dur. C'est même pas trop dur, mais ça pourrait être dire si tu m'épouses pas, je pars. Ouais, je suis pas très ultimatum en plus. Voilà, les ultimatums, ça. C'est jamais bon en général. Non, mais qu'il entende vos attentes. Bon, alors il y a Inès qui dit vous avez l'immense chance d'être sûre d'être aimée de votre compagnon, c'est pas donné à tout le monde, certes, mais néanmoins, à un moment, de la frustration, le sentiment peut-être d'être pas entendu, ça peut faire que. Ça prend un peu le dessus, la frustration fait qu'on va chercher aussi ailleurs, je pense. Donc selon vous, la rencontre là fin juin, il faut que je dise non, comme ça. Ça évite les. Écoutez, moi je suis pas là pour donner des conseils. Je vous dis simplement que une rencontre, du coup là on n'est plus dans le virtuel. Là vous passez à une autre dimension. Et après c'est à vous de voir. Mais là, elle est à haut risque forcément. Ouais. D'accord. Vraiment. Bon. Ok. Merci beaucoup Caroline. Je vous en prie Sophie. Très bonne soirée. Merci pour vos émissions. Je les écoute tous les soirs quand je sors du travail. C'est un vrai bonheur. Vous sortez tard,
Ouais, je travaille de nuit. Ah oui, d'accord. Ben, merci beaucoup d'être à l'écoute. Merci à vous. Très bonne soirée à tous les auditeurs. Merci Sophie, au revoir. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute.